Ce 12 septembre 2019, cela fait déjà plus d'une semaine que le GAEC Véno, la Corvée, a commencé les vendanges. Aujourd'hui, la trentaine de vendangeurs locaux et les 5 porteurs s'attaquent à la parcelle des Combennes, au pied de l'église de Montrouge. Le raisin rouge et blanc, ainsi récolté, donnera du vin d'appellation Bourgogne-Côte Chalonnaise. Ce millésime promet d'être, comme en 2018, d'une grande qualité, mais en quantité moindre, d'environ 30%. Ces vendanges ont cette année 15 jours d'avance. Pour commencer, déjà une floraison qui s'est pas très bien passée. On a eu relativement froid et humide sur la période d'avril-mai. Donc on a eu ce qu'on appelle le mille-rendage et de la coulure. Donc on a des raisins, des baies qui n'ont pas été fécondés. Donc on a très peu de grumes et des petites grumes. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on a eu du gel au mois d'avril aussi sur certaines parcelles. Donc on a, au lieu d'avoir 10-12 raisins comme normalement, là on en a eu 8 ou 9. Donc on a eu une perte de récolte aussi en plus. Et puis bien sûr l'épisode de canicule au mois de juillet, au mois de juin, au mois d'août, et là on a des raisins qui manquent d'eau, notamment les parcelles jeunes, les plantations de 3-4 ans, même 6-7 ans, où là on a un déficit hydrique important, puisque les racines ne peuvent pas aller trop profondes et ne vont pas chercher l'eau, et du coup on a des raisins sans jus. Donc on peut estimer déjà qu'on a une récolte qui sera amputée de 30% de son rendement. Voilà, c'est aussi la particularité du millésime, mais on va dire que de plus en plus on va vers des millésimes chauds, que ce soit 2017, 2018. On a des degrés qui sont supérieurs très souvent à 13 degrés, ce que nos parents par exemple n'avaient pas l'habitude de connaître. Souvent on était à des degrés de 10, 11, 12. Là on est entre 13 et 14 cette année, et les années précédentes c'était pareil. Donc on a un millésime très qualitatif, mais la quantité n'y est pas. Donc le GAEC Véno, on a 14 hectares et on fait 90% de notre surface vendange manuelle. Voilà. Donc pourquoi? Alors on a choisi la vendange manuelle. On a des vignes qui sont quand même assez âgées. Donc c'est mon grand-père dans les années 30-40 qui a planté ces vignes-là. On a aussi c'est des choix qualitatifs, même si la machine à vendanger, il y a eu beaucoup de progrès de fait. La preuve, c'est qu'on en fait quand même un hectare à façon, et on s'aperçoit que le matériel a bien évolué, que quand le palissage est bien constitué, on a un excellent travail aussi avec les machines. Mais pour l'instant, nous on arrive à trouver du personnel locaux, et on va continuer comme ça. Alors la tendance est beaucoup sur la machine. Donc sur la commune de Montrouge, on a à peu près 120-130 hectares de vignes. On peut considérer qu'il y a à peu près 80 hectares qui sont vendangés par des machines. Un vendangeur va gagner entre 80 et 90 euros par jour net. Voilà. Donc là on peut s'apercevoir que j'ai beaucoup de retraités qui sont là. Généralement, c'est des gens qui ont des petites retraites, et ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Alors une fois vendangé, donc on fait assez de va-et-vient avec les tracteurs. C'est pour que la vendange ne chauffe pas trop. Là, on est déjà à 10 h du matin et on a déjà des températures proches de 20 degrés. Donc une fois vendangé, la récolte va être égrappée. C'est-à-dire qu'on va enlever la matière solide. Quand vous avez un raisin, vous avez une grume et une rafle. Eh bien, la rafle, on ne s'en sert pas dans la vinification. Donc c'est la première étape, c'est enlever la rafle. Ensuite, donc, la grume et le jus va être mis en cuve pour les rouges et va être refroidi systématiquement. Ça, nos parents ne faisaient pas ça parce qu'on n'avait pas des températures comme ça. Si on laisse la vinification se dérouler sans refroidir, on va avoir des cuves qui vont partir très vite, et on aura des cuvaisons qui risquent de se bloquer du fait de l'excès de sucre que l'on a. Donc il faut maîtriser les températures pour que les levures puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Alors nous, on a deux systèmes de refroidir, un type crayère comme on voyait beaucoup dans les années 2000, donc c'est un système d'échangeur, ou alors on a une cuve tampon qui permet de refroidir avec des doubles parois. Voilà. Donc c'est assez long à refroidir, mais si on s'y prend tôt le matin, ça va. Les raisins sont dans des cuves en béton, donc une fois refroidies, elles vont macérer à froid pendant 4-5 jours, sans fermentation.
et puis au bout de 5 jours, on va arrêter de les refroidir. Et là, elles vont démarrer les fermentations, donc au bout de 5 jours. Et on compte à peu près une dizaine de jours de fermentation. Donc là, on va surveiller tous les jours la température et la densité du vin. Donc plus la densité diminue, plus le sucre d'alcool, le sucre se transforme en alcool. Et on se rapproche bien sûr du vin. Voilà. Donc après, on a quelques manipulations à faire, donc des pigeages, des remontages. Là, c'est des interventions qu'on fait. Le pigeage, c'est pour extraire la couleur, les tanins, et puis les remontages, c'est pour donner un petit peu d'air aux levures parce qu'elles ont besoin d'oxygène pour travailler. Pour le raisin rouge, il est pressé après une quinzaine de jours de macération. Donc là, on va obtenir le jus de goutte. C'est les jus qu'on va séparer de la matière solide avant pressurage. Et après, on aura le jus de presse. C'est le résultat du pressurage du vin rouge. Voilà. Et après, suivant les millésimes, on va assembler ou pas en fonction des cuvaisons qu'on voudra obtenir. Pour le raisin blanc, c'est complètement différent. Là, le raisin blanc, lui, il est pressé tout de suite. Dès que la vendange arrive à la cuverie, on le presse tout de suite. On sépare le jus de la matière solide. La matière solide va être stockée dans des bennes pour la distillation. Et le jus, eh bien, on va les mettre dans des cuves pour qu'il soit débourbé, c'est-à-dire qu'il dépose au bout de 24-36 heures. Et ensuite, la fermentation pourra commencer et ça sera comme une dizaine de jours de fermentation, soit en cuve, soit en fleur. Alors, les cuves en aluminium qu'on a eu en inox, ce sont des jus qu'on va remplir sitôt après le pressurage directement et on va les laisser 24 heures, 36 heures comme je vous ai dit pour le débourbage. Et après, ces vins débourbés, ces mous débourbés sont ensuite mis en fût, mis en tonneaux, donc des tonneaux de 500 litres chez nous en l'occurrence. Et là, on aura une fermentation pour les blancs d'une dizaine de jours. Et après, on va les laisser reposer pendant 1 an. Voilà. Ou d'autres fermentations se feront pendant l'hiver, la fermentation malolactique. Alors, ce sont des fûts en chêne qui proviennent de la région du Limousin, de la Nièvre et de l'Allier, donc des régions limitrophes et proximité. Et ces tonneaux sont conçus, élaborés dans la région de Beaune ou de Chagny, suivant ce que l'on souhaite. Le vin va rester à peu près 1 an dans les tonneaux, où il va passer l'hiver, se reposer, décanter. Et au mois d'août, mois de septembre 2020, le vin sera soutiré, remis en cuve. Les fûts donc seront vidés et à ce moment-là, on pratiquera un léger collage, une filtration et une mise en bouteille au mois de septembre. Alors il y a eu une petite évolution, je parle toujours un peu du temps et des anciens parce que j'ai beaucoup côtoyé mon papa, donc on est au courant de tout ça. Il y a eu une évolution dans les années 60, 70, 80. On faisait encore beaucoup de vin tannique où on gardait la grappe parce que les gens stockaient du vin dans leur cave. Voilà. Maintenant, on a plus des gens qui achètent du vin et qui veulent le consommer souvent le soir ou dans la semaine ou voire dans le mois. Donc maintenant, on a des vins plus souples, plus ronds. Ça correspond aussi avec l'effet millésime. Hein. On a de plus en plus de soleil, donc on a des vins plus alcooleux mais moins tanniques et moins acides. Et du coup, le vin va se consommer tout de suite. Donc on peut dire que pour les blancs de la côte chalonnaise, il faudrait consommer les blancs dans les 3 ans. Voilà, plus c'est frais, mieux c'est. Et puis des rouges, on pourrait les garder 7-8 ans, voilà, maximum. Voilà. Après, tout dépend du style de vinification que l'on fait, mais en général, c'est à peu près ça. Là, c'est l'étape finale, donc c'est la vendange, c'est l'aboutissement de toute une année de travail. Donc ça découle de plein d'étapes de travail dans la vigne de travaux. Donc on commence déjà, la première étape, c'est souvent l'hiver, c'est la taille, donc c'est l'étape la plus longue et la plus pénible. Donc il faut, on va dire, il faut calmer le pied, c'est-à-dire qu'il faut, si on ne taillait pas par exemple, on aurait une très grosse production l'année prochaine, on aurait 25 raisins, mais le pied serait très fatigué au bout de 5-6 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut, j'arrive pas à trouver mes mots, il faut équilibrer la charge du pied et tous les ans, donc on va passer pour couper les sarments inutiles et on va ensuite enlever les sarments. Donc ça c'est une étape qui commence en novembre, autour du 11 novembre et on va finir fin mars, voilà, voire plus pour certains. Et après, une fois qu'on a fait ça, il va falloir plier les baguettes, changer le palissage, ça c'est au printemps. À ce moment-là, donc les bourgeons vont commencer de pousser. Dès le mois de mai, il va falloir penser au premier traitement parce que malheureusement, on est dans une zone où on a 2 fléaux, c'est l'odium et le mildiou. Donc que l'on soit en conventionnel ou en bio, il faut traiter ces champignons-là.
Donc on va intervenir pour traiter. La vigne va commencer à pousser. Donc la vigne c'est une liane, donc il faut l'encadrer. Donc on va passer dans les vignes au mois de juin, juillet pour palisser la vigne, c'est-à-dire l'encadrer. C'est pour ça qu'on voit des rangs bien droits. Voilà. Sinon la vigne elle pousse comme une liane, donc c'est ce que je vous disais, donc elle est un peu feuillue. Et puis on va aussi rogner, voilà, donc pour la couper parce que sinon ça pousse de partout. Voilà. Donc et voilà, on a fini le cycle de la vigne, mais tout ça, ça représente beaucoup d'heures de travail. Et arrivé au mois de juillet, août, on commence à avoir un petit peu de tranquillité, mais à ce moment-là, on passe du temps à la cave pour s'occuper de nos vins. Pour la grêle, en fait, donc, il existe bien sûr des assurances pour la grêle. Après, c'est relativement coûteux. Ensuite, il y a des systèmes anti-grêle qui sont mis à disposition à peu près une trentaine de kilomètres plus à l'ouest. Ça marche relativement bien. Dans notre secteur de Morauges, on peut dire qu'on est relativement épargné par la grêle depuis une vingtaine d'années. On n'a été grêlé qu'une seule fois. Je dirais que maintenant, peut-être notre plus gros fléau, ça sera le gel, parce que ça fait 2-3 années de suite qu'on passe pas loin de la catastrophe. Donc c'est ça qui nous inquiète le plus. Après, pour le gel, il y a des systèmes de bougies, il y a des systèmes de bottes de paille qui ont été mis en place. Une vigne, si elle est bien entretenue, effectivement, elle peut tenir encore 100 ans sans problème. Voilà. Bien sûr, c'est comme les humains, il y aura de la mortalité et il faudra les remplacer par d'autres pieds, mais il vaut mieux à la limite avoir un millésime de petite quantité avec une belle qualité plutôt que l'inverse, voir tous les ans des grosses quantités de raisins et que les vins soient dilués. Alors moi je suis vigneron indépendant avec mon frère, mon neveu et ma belle-sœur. La commercialisation de notre vin, elle se fait en 3 parties, on va dire. Donc sur 14 hectares, on en fait à peu près un tiers est commercialisé en bouteille. Donc beaucoup de particuliers qui viennent à la maison directement. Donc après c'est le réseau, le bouche à oreille. On a aussi beaucoup de cavistes d'hôtels-restaurants, voilà, avec des agents commerciaux. Donc là c'est dans toute la France. Donc voilà, cette partie-là représente un tiers. Ensuite, on a un autre tiers. On est affilié plus ou moins avec une maison de Beaune, la maison de Rouen, pour ne pas la citer, avec qui on travaille en partenariat depuis une dizaine d'années. Donc, qui va nous prendre tous les raisins rouges, enfin les vins rouges qu'on ne vend pas nous-mêmes en bouteille. Et puis, il nous reste une dernière partie, d'un dernier tiers. Donc là, c'est principalement des blancs. Et là, c'est commercialisé pour faire du crément. Alors qu'après, chaque année, ça peut changer. C'est au plus offrant. On a fait de l'export dans les années 2000-2010, on va dire ce créneau-là, avec les États-Unis, mais c'était un petit peu compliqué. Nous, on arrive à s'en sortir avec le bouche à oreille. On est connu par rapport au prix qu'on a au concours, aux différentes sélections, donc on va dire que ça va. Pour l'instant, ça va. Donc on est 4 associés. Donc mon neveu Benjamin, lui, a fait une formation chez un viticulteur bio du village. Donc je pense que de toute façon c'est l'avenir de plus en plus. Forcément des produits maintenant vont être supprimés, donc il va falloir se pencher sérieusement là-dessus. Et puis moi j'ai des enfants en bas âge, donc il faut voir l'avenir. Donc bien sûr je pense qu'on va s'y intéresser de plus en plus. Alors on fait du désherbage chimique, mais de moins en moins. On laboure de plus en plus, on a investi dans un tracteur pour labourer. Cette année par exemple, une année, alors on n'est pas en bio, mais on en adapte énormément en fonction de l'année. Il y a eu très peu de pluie, très peu de canicule, donc très peu de maladies. Donc on s'est limité à 5 traitements. Pour nous ça suffisait. C'est pas du bio, mais ça commence par là, c'est-à-dire c'est de la lutte raisonnée. On ne traite pas contre la pourriture, nous on estime que c'est inutile vu le climat qu'on a. On n'utilise pas de produits contre les vers de la grappe ou de la flavescence, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est une forme aussi de raisonnement. Donc bien sûr, c'est quelque chose où je pense qu'on évoluera et mon neveu est de plus en plus motivé aussi pour le faire. On a eu un millésime 2016 très pluvieux où là, ça nécessitait d'intervenir. Là oui, mais 17, 18, 19, 3 millésimes chauds, peu d'humidité, donc aucun intérêt de faire beaucoup de traitements. La vendange arrive par benne, élévatrice, à vis ou clibène. Et donc on érafle à 100%. Érafler, c'est-à-dire qu'on sépare les grumes de la charpente du raisin pour que uniquement les grumes fermentent dans les cuves. Donc ensuite, ce raisin qui est éraflé est envoyé dans les cuves béton. Alors pourquoi béton? Parce qu'il y a une meilleure inertie au niveau du froid.
Quand le béton est froid, il est froid. Et quand il est chaud, il est chaud. Donc ce raisin arrive dans la cuve. On sulfite à dose raisonnable pour protéger la vendange. On rajoute du bisulfite de potassium pour aseptiser, on va dire, le milieu. Voilà. En même temps, on ajoute de la neige carbonique, donc c'est de la neige carbonique qui est aux alentours de moins 30, moins 40 degrés. Donc on fait une espèce de millefeuille dans la cuve pour, d'une part, refroidir la vendange, mais surtout pour aussi aseptiser le milieu, c'est-à-dire que cette neige carbonique, en refroidissant, elle est froide, en se réchauffant, elle dégage du CO2 et donc qui inerte la vendange. Quand l'ensemble de la cuve de rouge est refroidi à 10 degrés, on va laisser cette cuve pendant 4 à 5 jours à 10 degrés. Alors si besoin est, le lendemain, si ça a remonté un petit peu en température, de nouveau on refroidit pour essayer de faire ça s'appelle du préfermentaire à froid pendant 10 jours. Alors pendant ce préfermentaire, on extrait le fruit, on extrait la couleur. Ça a déjà 5 jours à froid. Et après, on continue. Donc on laisse après remonter la température. Alors, on ensemence. Nous, on ensemence en levure sélectionnée. Pour quelles raisons? Notamment maintenant, c'est parce qu'on a de plus en plus des fins de fermentation difficiles dues au degré très élevé. Ça mûrit beaucoup en ce moment. On a des années très riches en sucre. Donc on arrive à des taux d'alcool final qui avoisinent les 14 degrés. Donc les levures naturelles, à 13,5 encore, ça va. Mais après, quand ça arrive à 14, voire plus, voire 15 degrés comme l'année dernière, on est obligé de mettre des levures sélectionnées parce que la richesse en alcool est tellement élevée qu'à la fin, ça inhibe les levures et on a des problèmes pour faire finir les vins en sucre. Quand tous les sucres sont mangés, transformés en alcool, on tire le jus, c'est-à-dire qu'on en mange une carotte, comme ça, un drain percé. On tire le jus avec une pompe, on sépare le jus des grumes. Le jus finit au départ dans une cuve, et puis après on ressort le restant des grumes, les grumes qui sont restés dans la cuve, on les ressort, on les presse, et on sépare ou non les jus de goutte. Et les jus de goutte, c'est les premiers jus qu'on a sortis avec la pompe, et les deuxièmes, c'est les jus de presse, qu'on assemble en partie ou pas avec les autres jus. Donc, on le met dans des cuves, alors on sélectionne les cuvées suivant les parcelles, et puis suivant aussi les appellations. Nous, on produit du Bourgogne-Côte-Chalonnaise, du Givry rouge, du Mercurey rouge, donc c'est séparé dans les cuves. Et donc, quand on tire la cuve, ça s'appelle tirer une cuve, on sépare le jus, on le laisse décanter, ce jus, parce que s'il fermente avec les sucres extraits par le pressurage, il va refermenter pendant 3 à 4 jours. Puis après, on le laisse se déposer, et après, suivant ce que l'on veut élaborer comme élevage, soit élevage en cuve, notamment pour les Bourgognes, Côte-Chalonnaise, mais les villages Givry et Mercurey, on les met en fût, donc on les repompe après, et on ajoute un petit peu, parce que le vin se sera déposé, et il y aura eu un petit peu de lit, et après on réinjecte dans chaque fût une proportion de lit. Sur un 500 litres, on en met, je sais pas, 4 litres à peu près, quoi. 4 litres de lit. Des Bourgogne-Côte-Chalonnaise, on a plus de surface, donc on va choisir les cuvées qu'on va garder, suivant l'état de maturité du raisin, si c'est pas trop riche en alcool, voilà, si c'est plus... Bon, il va rester 4-5 jours, 10 jours maximum, très peu de temps. Puis après, on va le mettre en tonneau, en fût, et là, il va rester jusqu'à l'assemblage, on va rester pendant 8 mois, 8-10 mois. C'est-à-dire qu'on assemble après les fûts dans une même cuve. On vient de procéder juste entre le moment où on a vendangé les créments et puis on a rattaqué les rouges, là, on a procédé à l'assemblage du Bourgogne-Côte-Chalonnaise rouge 2018. Là. On a assemblé les fûts, il y avait une partie cuve, une partie fût.